sur le plateau de Entretien, votre émission que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube Peter Tiani RDC. Nous allons parler de l'actualité. Comme d'habitude, nos sujets sont, nous allons parler sur le discours xénophobe, la prolongation pour 25 jours de l'enrôlement pour la première zone d'enrôlement, excusez-moi pour la tautologie. Nous allons aussi parler de l'élimination des léopards, sans oublier la situation de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Pour en débattre, nous avons Kilosho Moussemene, qui est un des cadres de Ensemble pour la République, le parti cher au chairman Moïse Katumbi. Kilosho, bonsoir. Bonsoir, monsieur Philippe. Merci premièrement pour l'invitation que vous m'avez accordée et j'ai profité pour placer un mot par rapport à la qualité de votre émission et j'ai dit félicitations pour le travail que vous battez. Félicitations beaucoup. Alors, merci, monsieur Kilosho. Vous avez suivi, comme moi, je pense que vous avez suivi hier l'élimination de léopard. Quel est votre sentiment? En fait, il y a un sérieux problème dans la gestion de la République. Les gens pensent que le sport n'est pas une richesse pour la nation. Oui. Le sport est une richesse pour la nation congolaise. Et l'État doit encadrer les secteurs sportifs. Aujourd'hui, nous constatons quoi? Le léopard est éliminé, oui, c'est la réalité. Mais pourquoi? Pourquoi l'équipe nationale de football n'a pas pu gagner ces 3 matchs? C'est ça le problème. Parce que nous avons tous suivi aussi que les joueurs s'est lamenté, les joueurs réclamaient les primes, l'encadrement n'était pas au niveau. On ne peut pas aller dans une telle compétition africaine avec une mauvaise organisation et espérer gagner. Notre élimination est la conséquence directe de la mauvaise politique sportive du pays. Okay. La politique sportive devait prendre en compte nos potentialités sportives, devait mettre des mesures de base pour faciliter au pays d'avancer sportivement. Parce que le développement ne dépendra pas seulement de nos minéraux. Le développement d'un pays dépend de divers secteurs, y compris les sports. C'est pour cela que j'invite aussi nos autorités de tirer toutes conséquences de cette élimination de l'équipe nationale de football. Que pensez-vous par rapport aux déclarations de gens qui accusent la Fédération congolaise de football, FECOFA, d'avoir, ce n'est pas vraiment assise. Ils disent que la FECOFA n'est pas assise. En fait, la faute est partagée. La FECOFA aujourd'hui est gérée par un vice-président il y a déjà 2 ans ou 3 ans. Intérimaire. Oui. Est-ce que quelqu'un peut faire l'intérim pendant 2 ans? C'est ça aussi le problème. Au niveau de la FECOFA, il y a un problème, mais la grande part des responsabilités, c'est au niveau du pouvoir public, les moyens. Est-ce que les pouvoirs publics avaient disponibilisé les moyens conséquents à l'équipe nationale? C'est ça la vraie question que nous, Congolais, nous devons se poser. Et la réponse est non. Et non, c'est ça la conséquence. La conséquence est qu'au niveau du pouvoir public, au niveau du gouvernement Sama Lukonde, nous ne trouvons pas une politique sportive adaptée à notre niveau, adaptée à la mondialisation, adaptée aux compétitions que nous concourons pour gagner. Donc, vous voulez dire que le bilan de ministre du Sport, Serge Koundé, est négatif? Oui, parce que en quelque sorte, le bilan du ministre des Sports, son excellence Serge Koundé, est négatif. Parce que, voyons, aucune réforme, premièrement, du secteur sportif. La plus grande fédération, c'est la fédération du football. Aujourd'hui, 2 ans, la fédération n'a pas un président. Tout ça, qui est responsable? Mais les chefs de l'État avaient organisé l'état généraux de sport. Oui, les états généraux devaient couler des réformes. Jusqu'à présent, il n'y a aucune réforme sur le secteur sportif. Ça reste théorique, c'est juste dans le papier, dans les documents. Ils sont en train de travailler comme d'habitude, ils sont en train de travailler et nous allons attendre pour quand?
Mais pendant, des jours encore. mais pendant ces temps, nous voyons le kabiliste en train d'exhiber les photos de Joseph Kabila, à l'époque président de la République, avec les léopards. Deux fois champion de Chan. En fait, la vérité est que lorsque vous êtes président de la République, vous êtes responsable de tous les secteurs de la République, y compris des sports. L'échec de notre équipe de football léopard au niveau de la CHAN, c'est aussi l'échec de notre président Félix Antoine Tshisekedi par rapport au secteur sportif. Le président a échoué. La politique sportive du gouvernement a échoué. Peut-être nos amis du FCC l'espoir, mais moi je souhaiterais qu'il puisse proposer au président de copier ce que le président Joseph Kabila avait fait du sport congolais, au lieu de critiquer inutilement. Merci, M. Kilosho Mousseme. Êtes-vous déjà enrôlé? Oui, déjà. C'était où? À la Lukunga, à Ngalie, mais c'était aussi compliqué. C'était compliqué. La réalité sur le terrain. Oui. Mais ce Kadima nous a dit il va organiser une bonne élection. Et des bonnes élections. Oui. Mais avant que nous puissions arriver aux élections, il y a les processus, il y a l'enrôlement. Premièrement, M. Kadima a péché par sa prise de fonction. Il devait commencer par publier les calendriers. Il a commencé à travailler sans pour autant publier le calendrier global. Il publie le calendrier, un calendrier irréaliste. Irréaliste, pourquoi? Aujourd'hui, nous le constatons. Il y a prolongement des enrôlements aux premières zones. Pour 25 jours. Pour 25 jours. Une autre question. Il y a une projection. Il y a une projection de 100% pour la première zone. Les résultats est là, il y a 30% de réalisation. Alors que les premiers délais ou les premiers calendriers d'enrôlement pour la première zone, c'était des 28 jours, 28 ou 30 jours comme ça. Il y a eu 30% de réalisation des projections. La CENI nous ajoute 25 jours pour réaliser les 70%. Imaginez-vous cette incohérence. La CENI, une grande institution comme la CENI, n'arrive même pas à faire des bonnes projections. C'est une honte. Si moi j'étais à la place de M. Kadima, j'allais démissionner. Donc vous doutez de l'expertise de Kadima? La CENI, Kadima et son équipe ont déjà échoué. Son bureau ont déjà échoué. Pourquoi? Les premières étapes de l'enrôlement, c'est un échec. Une grande institution comme la CENI ne peut pas tâtonner par rapport aux projections. Jamais. Mais la rapporteure de la CENI, Patricia Ntseya, l'avait amené à la raison avec une correspondance, lui dire que le nombre de jours que vous avez adopté pour l'enrôlement, ça ne va pas suffire. Non, là aussi, il y a à boire et à manger. Madame Patricia Ntseya était présente lorsque le bureau de la CENI présentait les 10 calendriers. Elle avait signé. Et par après, 3 ou 4 jours, elle revient pour dire non, c'est irréaliste. Non, elle doit assumer. L'équipe de la CENI, c'est que vrai, pour que nous puissions avoir des bonnes élections en 2023, avec Kadima, on n'aura pas cette bonne élection. Nous devons changer l'équipe de la CENI. Il nous faut des hommes et des femmes capables de faire des bonnes projections pour que nous puissions arriver à temps. L'organisation des élections n'est pas un cadeau de quiconque. C'est un droit, c'est une obligation. Les élections doivent se dérouler après chaque 5 ans. Aujourd'hui, la population congolaise attend les élections au mois de décembre. Au mois de décembre, avec cet tâtonnement, vous pensez qu'il y aurait élection? Non, nous la population, nous attendons les élections au mois de décembre. Oui. C'est notre droit. Mais vous venez de dire qu'il faut qu'il y ait qu'on change le bureau de la CENI. Non, avec ces changements-là, ça va bouger? Non, M. Kadima peut toutefois démissionner pour qu'il puisse laisser la place aux
personnes qui seront compétentes de travailler. Le moment de placer la personne qui sera compétente, il faut Ça peut prendre même un mois. Revenir vers le confession religieuse, l'Assemblée nationale. Non. Avec la volonté, nous pouvons remplacer Denis Kadima, même dans 2 semaines, avec la volonté de tous. Si nous avons la volonté, de sauver ce processus qui est en train d'aller tout droit vers l'échec. Donc vous insistez sur le consensus? Oui. L'équipe de M. Denis Kadima ne va pas nous amener à une bonne élection. Il faut une autre équipe. Il faut que la classe politique puisse se regarder en face et se dire on a échoué. Les gens qui ont porté Denis Kadima ont échoué. On doit changer. On doit mettre des hommes et des femmes capables de nous donner un travail sérieux. Parce que ce que la CENI fait, ce sont des tâtonnements. 25 jours, 28 jours, ce sont des tâtonnements. Nous ne voulons plus des tâtonnements. On ne tâtonne pas la CENI. Non, on ne tâtonne pas la CENI. Oui, on ne tâtonne pas la CENI, mais vous n'êtes pas du PPRD, mais vous êtes politique. Quelle analyse faites-vous de la décision du parti de Joseph Kabila de boycotter la Rolma? En fait, est-ce qu'ils ont raison par rapport à cette situation que nous sommes en train de discuter? Les PPRD, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une erreur. Parce qu'il ne sortira pas gagnant. Les peuples ont besoin du changement et il faut que les PPRD puissent participer au processus électoral. Boycotter les élections ne va pas changer les choses. Il faut que nous tous, nous puissions participer pour que nous puissions apporter notre part. Le changement ne viendra pas de XK. Les changements du Congo viendra de nous tous. Les PPRD doivent revenir à la région, participer à l'enrôlement, travailler à l'interne, combattre à l'interne, que d'être isolé et de penser que la machine va s'arrêter parce que le PPRD n'est pas là. Non. Nous assistons aujourd'hui à des discours de xénophobie, tribalistes. La semaine passée, je pense que c'était le jeudi, Ensemble pour la République, au niveau de Lubumbashi, avait organisé une marche pour déposer son mémorandum auprès du gouverneur du Haut-Katanga. Malheureusement, il y avait répression de manifestants. Il y a même un colonel, si je pense bien, un officier qui a même traité votre président de juif. Devant toute cette situation, quelle est votre réaction? En fait, premièrement, je dirais ceci. Aux autorités compétentes, nous vous demandons, premièrement, de révoquer le colonel en question et de les traduire en justice. Nous sommes un peuple uni depuis 1960. Ce n'est pas en 2023 qu'un groupe des individus peut nous séparer. Cette réalité que nous vivons, ça vient d'où? C'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de cette histoire de la congolité portée par M. Noé Tchani, cette loi la congolité. Le but, c'était d'écarter notre président Moïse Katumbi à l'élection présidentielle de 2023. Parce qu'il semblerait, parce que l'un des parents du président Moïse Katumbi est étranger, et Moïse Katumbi ne doit pas postuler. Ils oublient une chose. La Constitution est claire. La Constitution est claire dans son article 72. La Constitution stipule que pour être candidat, pour postuler à la magistrature suprême, vous devez posséder la nationalité congolaise d'origine. Ça, c'est la Constitution. Et le Code de la famille, dans son article 6, 7 et 8, stipule comment une personne peut posséder la nationalité congolaise d'origine. Il y a 3 types. Premièrement, il y a par filiation, il y a par appartenance et il y a par présomption. Le président Moïse Katumbi est congolais d'origine par filiation parce que sa mère, c'est une Congolaise. C'est clair. Comment les gens peuvent réfléchir pour zapper la Constitution,
pour zapper notre code de la famille, juste pour faire plaisir à un groupe des individus. Je lance un appel à la jeunesse. Le président Moïse Katumbi et tous les autres Congolais qui sont nés d'un père ou d'une mère étrangère sont nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas par rapport à une tendance ou quoi, c'est par rapport à la Constitution. Il y a deux types de nationalités, par acquisition et d'origine. Moïse Katumbi n'est pas congolais par acquisition. Mais ils disent que placer un politicien à la tête du pays qui a une nationalité côté papa ou maman, il y a une autre nationalité côté papa ou maman, ça risque de pousser à la trahison, parce que il aura toujours l'habitude de travailler avec ce pays étranger là. Oui, par rapport à trahison, infiltration aussi. Oui. Lorsque Moïse Katumbi créait des emplois pour les Congolais, personne ne parlait de la trahison. Lorsque des gens comme M. Mouyambo créent des emplois ici au pays, personne ne parle de la trahison. Lorsque des gens comme les gouverneurs Bamanissa créent des emplois ici au pays, personne ne parle de trahison. Lorsque des gens comme M. Adabombole travaillent, créent des emplois pour les Congolais, personne ne parle de trahison. Arrêtons un peu. M. Noé Tchani doit aller lire la loi organique portant création de l'ANER. L'ANER est là pour lutter contre l'espionnage, lutter contre l'infiltration. La loi, notre constitution est claire. Nous ne devons pas zapper, nous ne devons pas supprimer notre constitution pour faire plaisir à un camp. La constitution est claire. Pour postuler, pour concourir à la magistrature suprême, vous devez posséder la nationalité congolaise d'origine. Est-ce que le président Moïse Katumbi ne possède pas cette nationalité de congolaise d'origine? Oui, le président Moïse Katumbi est congolais d'origine, par filiation, grâce à sa mère. Oui. Donc le président Moïse Katumbi sera bel et bien candidat président de la République en 2023. Personne, aucune disposition... Et si la Cour constitutionnelle l'invalide? Non, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de cette constitution. La Cour constitutionnelle est obligée de respecter cette constitution. Comme la Cour est obligée de respecter cette constitution, la Cour sera obligée de valider la candidature du président Moïse Katumbi Tchapou. Candidature du président Moïse Katumbi, bon. On a constaté que ces derniers temps, il y a, même vous au niveau de Ensemble, c'est comme si il y a une guerre entre Ensemble pour la République et l'UDPS. Est-ce vrai? En fait, nous, du parti Ensemble pour la République, on n'a pas une guerre ni avec l'UDPS, ni avec un autre parti politique. Notre seul combat, je répète, c'est donner la solution au problème du peuple. Notre combat n'est pas de gagner l'IDPS, de gagner INC, de gagner l'RDC. Non! Nous militons pour donner la solution au problème du peuple. Donner l'eau, l'électricité, du travail, la sécurité. Que les Congolais puissent être fiers d'appartenir à une grande nation qui est la République démocratique du Congo. C'est ça notre combat. Toutes ces histoires-là, l'IDPS, tout, c'est à eux. C'est eux qui pensent que nous militons et nous combattons contre eux. Or, nous combattons pour le bien-être commun et pour le bien-être des gens de l'IDPS, de l'INC, de l'AFDC. Nous, les jeunes du Parti Ensemble pour la République, nous, les membres du Parti Ensemble pour la République, derrière notre visionnaire, le président Moïse Katumbi Tchapou, nous militons pour le bien-être commun des peuples congolais. Comme l'IDPS, comme l'AFDC, comme INC et d'autres partis politiques font partie du peuple congolais, nous militons aussi pour leur bien-être. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la pauvreté. Personne ne peut dire qu'il vit bien, sauf si vous mentez. Il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas d'emploi, pas d'eau, pas d'électricité. Nous militons pour que chaque Congolais, dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo, que les Congolais puissent vivre
humainement, que les Congolais puissent avoir l'eau, l'électricité et la sécurité, que chacun puisse travailler en paix. C'est ça notre combat. Mais vous reconnaissez, malgré tout ce que vous avez dit là, de l'eau, manque d'électricité, problème de santé, est-ce que vous reconnaissez que le président Tshisekedi a essayé de trouver, de répondre à la demande de la population avec la gratuité de l'enseignement? En fait, nous saluons premièrement la volonté, la volonté d'appliquer. Vous parlez de la volonté? Oui, nous saluons la volonté du président Félix Tshisekedi d'appliquer ces dispositions constitutionnelles, mais nous déplorons la méthode ou la façon dont il a appliqué ces dispositions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appliquer une disposition constitutionnelle vaille-qui-vaille. Ça devait prendre quelques préalables en amont avant son application. Vous appliquez les dispositions constitutionnelles qui est la gratuité de l'enseignement, mais vous détruisez aussi les mêmes systèmes éducatifs. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, dans une salle de classe qui contenait 50 élèves, aujourd'hui, si vous partez vérifier, il y a 90. Est-ce que des élèves qui étudient dans de telles conditions seront capables d'être utiles demain? C'est une question que nous devons répondre. C'est pour cela que nous, les partis Ensemble pour la République, par rapport à cette question de la gratuité, nous allons continuer avec, mais nous allons apporter du supplice. Nous allons apporter un changement. Les changements, c'est lesquels? Nous allons commencer par une réforme profonde de notre système éducatif pour l'adapter aux besoins du pays, à la richesse du pays et à la mondialisation. Pour qu'enfin, la gratuité puisse non seulement être quantitative, parce qu'aujourd'hui, on a une gratuité quantitative, mais nous allons travailler pour que la gratuité puisse être quantitative et qualitative. Pourquoi? Parce que le développement d'une nation dépend de ces deux facteurs, la quantité et la qualité. On ne peut pas développer une nation avec une politique quantitative. Il faut conjuguer les deux. Et la politique quantitative et la politique qualitative. C'est pour cela que nous, par rapport à cette question de la gratuité, nous allons y travailler pour mettre du sérieux. Premièrement, en commençant par la réforme profonde de notre système éducatif qui va nous amener à asseoir un enseignement qualitatif et quantitatif pour que nos enfants demain puissent servir la République avec sérénité et patriotisme. Mais de l'autre côté, si on parle de la réforme du système éducatif, en fait, oui. Qu'est-ce que vous reprochez de leur réforme? Non, ils parlent, mais est-ce qu'ils l'ont fait? C'est ça la question. Quelle réforme? À part cette histoire des 7e, mais quelle réforme profonde? La réforme que nous parlons ici, c'est la réforme des cours, les changements. Aujourd'hui, notre système... Et depuis parler de Napoléon... Notre système éducatif est archaïque. Notre système éducatif... Donc modernisé. Oui. À l'adapter à la mondialisation. L'adapter à notre ambition du Grand Congo. Parce que le Congo doit être compétitif. On ne peut pas espérer à un développement d'une nation sans pour autant avoir un bon système éducatif. Parce que le développement d'une nation dépend des deux fondements. Il y a les systèmes éducatifs d'une nation et la politique économique. Nous allons commencer par changer notre système éducatif et travailler directement pour que nous puissions avoir une bonne politique économique et conjuguer les deux, ça va nous donner le développement de la nation. Alors, votre regard par rapport au travail du ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui est en même temps, qui fait l'intérim du ministre de l'économie, il vient d'être plébiscité par un trophée. Votre réaction? En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Son Excellence, Monsieur Nicolas Kazadi, d'autres disent qu'il travaille bien. C'est un bon ministre des Finances. Mais la vie sociale du peuple congolais, est-ce que ça a changé? Non. Lorsque vous êtes ministre des Finances, vous devez aussi apporter
des changements. Est-ce qu'aujourd'hui, notre système économique a changé? Non. Notre politique budgétaire, par exemple, notre politique budgétaire, à la ligne où vont les choses, ça ne va pas aider la République démocratique du Congo de se développer. On parle de 11 milliards, 10 milliards. Non, nous pouvons même prendre 100 milliards. Oui. Mais les gouvernements SAM peuvent avoir un budget de 100 milliards. Aussi longtemps qu'il va travailler avec cette politique budgétaire archaïque. Archaïque pourquoi? Les pourcentages pour les investissements, c'est à combien? Les pourcentages pour la production nationale, c'est à combien? Une politique budgétaire sans une production nationale, sans une bonne politique d'investissement, nous n'allons jamais arriver au développement. Deuxième des choses, c'est la justice sociale. Lorsque vous êtes ministre des Finances, vous avez la possibilité de travailler sur la réduction des trains de vie des institutions, de proposer. Est-ce que M. Nicolas Kazadi, son excellence, a déjà proposé de telles choses? Parce que les peuples souffrent. Les peuples souffrent. Même lui-même, le chef de l'État l'a plusieurs fois dit, réduction de... Oui, le président l'a dit, mais il n'a pas fait. La réalité est autre. La réalité est autre. C'est pour cela que nous, les partis ensemble pour la République, nous militons pour que les choses changent. On ne peut pas accepter d'appartenir à une nation où un militaire est payé $150 et un député est payé $21 000. C'est injuste, c'est incorrect. Nous devons avoir une nation qui paye ses citoyens, ses fonctionnaires dignement. Aucun militaire dans un pays sérieux peut toucher $150. C'est injuste, c'est inhumain. Vous parlez de l'humanisme, mais Moïse Katumbi, je viens de lire sur Twitter, il est traité de criminel économique. On parle de Moïse Katumbi, il est entré, il ne paye pas des taxes. Quand on parle de criminel économique, il ne paye pas des taxes. Votre réaction? En fait, si une personne a des preuves qui viennent nous brandir, c'est là. Le président Moïse Katumbi était gouverneur du Grand Katanga. Aujourd'hui, les gens doivent savoir une chose. Le président Moïse Katumbi est le seul politicien au Congo depuis 1967 qui a travaillé pour la nation gratuitement. Il n'a pas touché son salaire. Il n'a pas touché ses primes étant que gouverneur. Demandez aux gens, ils vont vous le dire. Il y a des preuves. Il n'a jamais touché. Parce qu'il était en train de prendre d'une autre manière. Non, parce qu'il est venu en politique pour répondre aux besoins du peuple congolais. Vous pensez qu'il pallier. Travaillait sans être payé? C'est un fait. C'est une réalité. Il est le seul Congolais qui a travaillé pour la nation. Il s'est fait payer autrement. Non. Par le minerai, comme parle d'aucuns. Non, le président Moïse le dit toujours. Lui, il a gagné sa vie avant d'entrer en politique. Il est en politique non pour gagner X francs, mais il est là pour répondre aux besoins, pour pallier aux problèmes des citoyens, pour résoudre les problèmes des citoyens, pour que chaque Congolais, chaque citoyen, partout où il se trouve, puisse se sentir heureux et fier d'appartenir à cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. L'hôtel des villes vient de rendre public un communiqué annonçant que le gouverneur Jean-Tini Ngobila procédera à la destruction de constructions anarchiques le long de la rivière Funa ce mercredi. Votre réaction comme Kinois? Les gouverneurs Ngobila doit aussi être humain. Il a détruit notre marché Zando, les marchés centrales. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'avancée par rapport aux travaux. Là, il va encore détruire les paisibles citoyens, les pauvres. Des constructions anarchiques? Non, s'il vous plaît. Il va détruire encore des constructions des pauvres. Anarchiques? Non. Les peuples, non, ces personnes, ces Quinois, ils ont acheté auprès de qui? Auprès de l'État. Notre gouvernement doit être sérieux. Avant de détruire, quelle est la solution que l'État congolais donne à ses citoyens? On ne peut pas combattre
les peuples. Parce que là, c'est comme si l'État congolais est contre sa propre population. Est contre sa propre population. On ne gère pas pour contrarier les peuples. On gère pour pallier aux problèmes du peuple. Kilosho Mousseme, cadre d'ensemble pour la République, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été devant la télé pour nous suivre. À la prochaine occasion. Au revoir.